Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Professeur de stratégie et entrepreneuriat EM Lyon Business School. Blog philippsilberzan.com sur lequel on retrouve vos articles. Et là, je vais en prendre 3 pas du tout au hasard. Danger de l'optimisation naïve en incertitude. Comment le mythe de la fondation empêche l'innovation. Et défendre la flamme intérieure face à l'incertitude qui seront les vestales de votre organisation. D'abord, l'optimisation naïve. Voilà, ça, on sait bien qu'il ne faut pas optimiser naïvement l'incertitude. Ce qui compte, c'est le slack. Gaspiller. Alors, on le sait. On le sait, mais on le fait quand même. Il faut évidemment optimiser. Enfin, le management, c'est aussi une forme d'optimisation. Donc, on a besoin d'un certain niveau de performance largement défini, mais il n'y a pas de débat là-dessus. La question, c'est comment on optimise. L'optimisation, effectivement, peut être naïve, c'est-à-dire, alors, il y a eu, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, hein, pas juste le lean, mais le zéro stock, par exemple, hein, le just in time, pour reprendre un anglicisme. Grand succès des années 80, l'idée de dire, en fait, une matière première n'a besoin d'arriver chez nous qu'au moment où elle va être consommée. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un stock, donc on faisait arriver des choses, ça restait 2 jours, 2 semaines, 2 mois en stock avant d'être utilisé. Évidemment, ces 2 jours, 2 semaines, 2 mois, c'est de l'argent perdu parce qu'on a une ressource qui dort, etc. Et donc, le génie, c'est de dire, mais non, si on s'organise pour que la ressource arrive au moment où elle est consommée dans le processus de production, on n'a plus stock et donc on est extrêmement optimisé. Donc ça nous vient du Japon, qui a énormément influencé ça. Donc on applique ça en France, et en France, il y a un truc qui nous différencie des Japonais, c'est qu'en France, il y a des grèves. Et la grève, quand elle survient, c'est pas mal d'avoir des stocks, en fait, de matières premières. Et donc, cette optimisation, elle a été, alors qui est une idée géniale, hein, il y a tout un corpus remarquable, mais transposée dans un autre contexte de façon naïve, c'est-à-dire justement en ignorant le contexte culturel, dont on pense ce qu'on veut, mais c'est un contexte différent, il y a une forme de naïveté, c'est-à-dire on ne regarde que la technique de la chose, en ignorant toujours qu'une technique s'inscrit dans un corps social. En bien ou en mal, là n'est pas la question, mais elle s'inscrit dans un corps social qui va se l'approprier avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc, optimiser, c'est de façon naïve, parce que ça ne tient pas compte donc de l'incertitude, qui suggérerait qu'avoir un peu de slack, de stock, etc., même si financièrement ça nous abîme un petit peu, le jour où on a un problème, ça nous sauve. On l'a vu au moment de la crise Covid. On l'a vu effectivement au moment de la crise Covid. Et moi, j'ai un ami qui est dirigeant d'une entreprise et qui avait 3 usines dans un pays, chacune étant hyper spécialisée. Et un jour, il s'est dit « Ouh là là, c'est très dangereux » et il les a fait mieux se relier les unes aux autres, ce qui lui a coûté financièrement, mais qui, sur le long terme, a été beaucoup plus performant parce qu'il a été capable d'encaisser des chocs que sinon il n'aurait pas pu encaisser avec une usine en particulier. Autre piège face à l'incertitude, c'est le mythe de la fondation. Alors là, on change complètement de registre, mais quoique. Alors, le mythe de la fondation, c'est Hannah Arendt qui l'évoque dans La crise de la culture. C'est très court, hein, c'est juste quelques lignes, mais comme très souvent, il suffit de quelques lignes. Fulgurant. C'est génial, c'est fulgurant. Et elle dit, voilà, il y a un mythe occidental, alors notamment elle parle de Rome, hein, le mythe de la fondation de Rome, alors on connaît tous Rémus, Romulus, etc. Et ça, c'est resté. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que face aux échecs, aux difficultés, etc., on va tout effacer et recommencer. Alors, on l'a vu par exemple aux États-Unis, hein, New York, New Haven, la Nouvelle-Orléans. Hein, l'idée, c'était de dire, et ça c'était très fort à ce moment-là, l'Europe traversée par des guerres, l'Inquisition, etc., ça n'est pas sauvable, c'est corrompu, etc. On s'en va et on va recréer quelque chose à partir de zéro. Et c'est resté un mythe extrêmement important, ce mythe de la fondation et derrière de la refondation. Donc ça a donné après des mythes politiques évidemment très importants. On le voit avec Rousseau, on repart de zéro et on va recréer un homme nouveau à la droite comme à gauche. Et puis dans le contexte de l'organisation, on a un peu la même idée, c'est-à-dire très fortement présente dans le monde entrepreneurial. Et moi je l'entends souvent, c'est les grandes organisations, elles peuvent pas innover, c'est pas sauvable.
Ce qu'il faut, c'est aller créer des startups à côté, et c'est la seule façon de changer les choses. Et on retrouve ce mythe de la fondation. Vous savez que dans une carte de visite d'une startup, fondateur a plus de valeur que dirigeant, en fait. Hein. Le directeur général est culturellement inférieur au fondateur. Parce que le fondateur, il y a cette espèce de démiurge qui est passé, vous connaissez sans doute l'expression, le livre, hein, c'est de 0 à 1. Ça, c'est Dieu. Enfin, il n'y a que Dieu qui sait faire ça. Et donc, cette espèce de sacralisation de lui ou elle, d'ailleurs, est passé de 0 à 1. L'autre, il a fait que gérer. Et donc, derrière ça, il y a aussi un peu le mépris du réformateur prudent qu'ennuie un peu tout le monde, parce qu'il n'y a pas des tambours et des trompettes, on va faire un homme nouveau, on va juste améliorer la collecte des ordures, la gestion des écoles, etc. Et donc, derrière, on a un peu ce mépris très français de la réforme, parce qu'on préfère la révolution. On va tout casser, on va repartir de zéro, et là, cette fois, ça sera bien. Hannah Arendt nous dit peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas, au fond. Faites attention. Et donc, en synthèse, vous nous dites, en fait, la vraie question, c'est de repérer, défendre la flamme intérieure. Voilà, la flamme intérieure. Face à l'incertitude, c'est ça c'est la clé. Point. Voilà, c'est la clé, c'est ce vers quoi on se tourne quand on a de l'incertitude. L'incertitude, c'est quelque part la fragilisation de nos modèles. Et donc, plutôt que d'aller essayer de créer quelque chose de nouveau ou de nous perdre dans une espèce d'idéal, c'est de dire, voilà, on a quelque chose sous la main, on en pense qu'on en veut, mais on peut l'améliorer, on peut l'opposer à ces fausses évidences de refondation, de recréation, d'idéalisme, qui peuvent avoir des côtés positifs, mais de partir de ce qu'on a et de l'améliorer. Proposition très, très pragmatique. Alors, effectivement, c'est pas forcément très ni romantique, ni sans tambour et trompette, mais voilà, on a ce qu'on a, on l'améliore, et on nourrit ça. Méfiez-vous du mythe obsessionnel de l'optimisation, méfiez-vous du mythe fondateur, voilà, et puis finalement, cultivez cette flamme intérieure. Absolument. Voilà, c'est pas mal face à l'incertitude. Merci à vous, Philippe. Merci, Jean-Philippe.